فيهم راحوا كل لا d'accord. Oui. D'accord. Pardon, il y a un problème? On peut continuer le cours? C'est bon? Pardon, oui. Pardon pour le problème technique. Là, voilà. Revenons à la dilatation ventriculaire. On va voir quelques images scanographiques de l'hydrocéphalie. Donc, pardon, on a vu les cornes, on a dit ce sont des cornes frontales et les cornes occipitales. Là aussi, deuxième cliché qui montre ce qu'on appelle une dilatation triventriculaire. Pourquoi? Donc là, on voit toujours les cornes frontales. En postérieur, ce sont les cornes occipitales. Là, au niveau temporal, ce sont les cornes temporales. Et là, la surprise, c'est on voit l'aspect globuleux du troisième ventricule. Parce qu'à l'état normal, le troisième ventricule a un aspect d'une fente, là, une fente. Mais en cas d'hydrocéphalie, on voit cet aspect globuleux. Donc, dilatation des deux ventricules latéraux plus dilatation du troisième ventricule. Et là, on voit le quatrième ventricule au niveau de la fosse cérébrale postérieure, le quatrième ventricule qui n'est pas dilaté, donc dilatation des ventricules latéraux plus le troisième ventricule. Donc, il s'agit d'une dilatation triventriculaire. C'est une hydrocéphalie triventriculaire. Donc, ça touche les ventricules latéraux, troisième ventricule et le quatrième ventricule et n'est pas atteint. Et normal. Donc là, un aspect très important, là, c'est la TDM, la tomodensitométrie cérébrale, qui montre ce qu'on appelle l'hydrocéphalie active, active ou bien une hydrocéphalie aiguë. On dit aiguë ou bien active. Elle constitue une urgence, c'est une urgence vitale, aiguë, elle est active, c'est-à-dire il faut agir immédiatement. Il y a 3 signes scanographiques de l'hydrocéphalie. Je dis scanographique, c'est-à-dire 3 images ou bien 3 éléments scanographiques de l'hydrocéphalie active ou bien aiguë. Le premier signe qui est la dilatation ventriculaire, donc on voit les cornes frontales et les cornes occipitales, donc on voit la dilatation ventriculaire. Deuxième signe scanographique de l'hydrocéphalie active, qui est l'absence ou bien la disparition des sillons corticaux. Donc, à l'état normal, on voit les sillons corticaux, c'est-à-dire on dit que le cerveau respire. Mais en cas d'hydrocéphalie aiguë ou bien hydrocéphalie active, donc le cerveau ne respire pas. Donc, on ne voit pas les sillons corticaux. Donc, la disparition des sillons ou bien l'absence des sillons corticaux. Et troisième signe scanographique, c'est un signe très très important, et ce qu'on appelle là, c'est la résorption transépendymère. C'est quoi la résorption transépendymère? La résorption transépendymère, c'est la présence là. Là, c'est on voit une hypodensité, c'est-à-dire en noir, une hypodensité au niveau des cornes occipitales et même des cornes frontales. Donc, c'est ça, l'hypodensité au niveau des cornes frontales ou bien occipitales. C'est la résorption transépendymère. Et cette résorption est expliquée par quoi? C'est-à-dire en cas de BHIC, en cas d'hypertension intracrânienne, c'est le passage du LCR, du système ventriculaire, vers le parenchyme pour compenser cette HIC, pour compenser cette hydrocéphalie. Donc, je répète, c'est un élément très important. C'est quoi?
c'est l'hydrocéphalie active ou bien l'hydrocéphalie aiguë. L'hydrocéphalie active ou bien aiguë, c'est une urgence, constitue une urgence chirurgicale. Donc, on voit trois signes scanographiques. Le premier signe qui est la dilatation ventriculaire parce qu'il s'agit d'une hydrocéphalie. Le deuxième signe, c'est la disparition de quoi? Des sillons corticaux, donc l'absence de sillons corticaux. Et le troisième signe qui est la résorption, l'apparition de la résorption transépandymère. C'est quoi la résorption transépandymère? C'est la présence d'une hypodensité, c'est-à-dire noire, au niveau des cornes frontales et occipitales du ventricule latéraux. Expliquée par quoi cette résorption transépandymère? Elle est expliquée par le passage du LCR du système ventriculaire vers le parenchyme pour faire diminuer cette HIC ou cette hypertension intracrânienne. Donc, hydrocéphalie aiguë égale ces trois signes scanographiques. On continue. Là, c'est une IRM, coupe sagittale, qui montre la dilatation ventriculaire. C'est une IRM, coupe axiale, toujours montre une dilatation des ventricules latéraux. Là, c'est le troisième ventricule et le quatrième ventricule. Très bien. Concernant l'étiologie, on a des causes prénatales, c'est-à-dire avant la naissance, et des causes ou bien des étiologies postnatales. Donc, je répète, les étiologies ou bien les causes prénatales et les étiologies postnatales. Les étiologies prénatales, on a les étiologies ou bien les causes malformatives et les causes non malformatives. On va commencer par les étiologies non malformatives. Non malformatives dominées par l'infection. L'infection, c'est l'infection de la femme enceinte par toxoplasmose, donc toxoplasmose congénitale ou bien l'infection à cytomégalovirus. Donc, c'est-à-dire les causes non malformatives dominées par l'infection chez la femme enceinte. Donc, des malformations chez le nouveau-né ou bien le fœtus est responsable d'une hydrocéphalie. Deuxième cause, ou bien la cause malformative, on va citer, parce qu'on va citer les étiologies malformatives, parce qu'on va refaire ça, on va voir ça dans le cours de MCOV. Donc, on commence par les sténoses de l'aqueduc de Sylvius. On a les malformations de Dandy-Walker. C'est quoi les malformations de Dandy-Walker? C'est une dilatation kystique du quatrième ventricule avec une agénésie du vermis. Le vermis, c'est quoi? Le vermis, c'est la partie médiane du cervelet. Je répète, donc on a sténose de l'aqueduc de Sylvius, on a les malformations de Dandy-Walker qui est donc une agénésie vermienne, donc responsable d'une hydrocéphalie. On a aussi les malformations d'Arnold-Chiari. C'est une ectopie amygdalienne dans le rachis cervical supérieur qui comble donc la grande citerne responsable d'une hydrocéphalie. Donc, malformation d'Arnold-Chiari, c'est quoi? C'est la descente des amygdales du cervelet, responsable donc d'un trouble de circulation du LCR, donc qui est à l'origine d'une hydrocéphalie. Et rarement, ce sont les agénésies du trou de Monro. Je répète, concernant les étiologies de l'hydrocéphalie, on a les causes prénatales et les causes postnatales. Prénatale, c'est-à-dire avant la naissance, postnatale, c'est après la naissance. Concernant les causes prénatales, c'est la pathologie du nourrisson. Donc, on a deux types, les causes malformatives et non malformatives. Non malformatives dominées par l'infection et malformatives, ce sont les malformations. On peut citer les sténoses de l'aqueduc de Sylvius, les malformations de Dandy-Walker et les malformations d'Arnold-Chiari et autres. On continue, donc on va terminer par les causes postnatales, c'est-à-dire les causes après la naissance, dominées par la pathologie tumorale, donc les tumeurs au niveau du système ventriculaire, donc donnent une hydrocéphalie, une tumeur qui se développe au voisinage aussi donne
une hydrocéphalie par obstacle. On a aussi, deuxièmement, les kystes arachnoïdiens, on a des hémorragies intracrâniennes, donc que ce soit après un traumatisme crânien ou bien après une rupture d'une malformation vasculaire, c'est-à-dire le sang peut donner une hydrocéphalie. On a aussi les causes infectieuses, c'est-à-dire les méningites surtout. Donc les méningites bactériennes surtout peuvent donner les hydrocéphalies. On a aussi les hydrocéphalies d'origine iatrogène par hypervitaminose A et donc lorsqu'on ne trouve pas une cause, on dit que ce sont des hydrocéphalies idiopathiques. On continue. Là, c'est une image qui montre une angiographie cérébrale. Là, on voit ce qu'on appelle les MAV. Les MAV, ce sont les malformations artériovineuses. Donc, la rupture du MAV, la rupture d'une malformation artériovineuse donne une hémorragie surtout intraventriculaire, responsable d'une hydrocéphalie. On continue. Aussi, les tumeurs. On a donné l'exemple des tumeurs, surtout chez l'enfant. Donc, les tumeurs peuvent donner, bien sûr, l'hydrocéphalie. Là, c'est un scanner ou bien une tomodensitométrie qui montre quoi? Qui montre une tumeur de la fosse cérébrale postérieure plus une hydrocéphalie. On voit les cornes frontales, les cornes occipitales et aussi le V3. Dilatation du V3, donc il s'agit d'une tumeur de la fosse cérébrale postérieure avec bien sûr une dilatation triventriculaire. Dilatation triventriculaire, là on va voir donc un type, on va voir un traitement spécifique de cette hydrocéphalie triventriculaire. Donc, le diagnostic différentiel de l'hydrocéphalie se fait surtout avec les hématomes suduraux. Un hématome sudural chez l'enfant peut donner une macrocranie. Aussi, la macrocranie relative du prématuré. Donc, on peut trouver, c'est une macrocranie relative, c'est-à-dire on voit une tête qui est donc un peu développée par rapport au corps chez le prématuré, et aussi les macrocranies familiales, on trouve toute la famille avec une grosse tête. On continue. Donc, le traitement varie. Donc, on a le traitement étiologique et le traitement, bien sûr, symptomatique. Le traitement étiologique, on donne l'exemple sur une tumeur, par exemple, une tumeur bénigne, donc l'exérèse de la tumeur, un astrocytome, par exemple, de la fosse cérébrale postérieure chez l'enfant ou même chez l'adulte, l'exérèse complète de cette tumeur, donc, peut régler le problème, donc peut traiter l'hydrocéphalie. C'est-à-dire il faut lever l'obstacle pour les hydrocéphalies, bien sûr, obstructif. Là, c'est un traitement étiologique. On continue. Concernant le traitement symptomatique, donc on commence par le traitement médical. Le traitement médical, c'est-à-dire on traite l'hydrocéphalie, c'est le traitement médical de l'hydrocéphalie. On va voir après c'est quoi le traitement dans le cours d'HIC. On va donc traitement bien sûr de l'HIC, pardon. On donne le mannitol, le corticoïde, etc. Donc on corrige les complications des vomissements. Là, c'est le traitement médical de l'HIC, c'est pas de l'hydrocéphalie parce qu'on a dit un traitement symptomatique. Toujours, on commence par le traitement médical pour soulager le patient parce qu'il s'agit en général d'une urgence, surtout chez l'adulte, parce que le crâne est fermé et inextensible, contrairement aux nourrissons. Là, deuxièmement, c'est le traitement chirurgical. Le traitement chirurgical, on commence par le traitement le plus répandu, qui est ce qu'on appelle la valve ou bien la dérivation ventriculo-péritonéale. La dérivation, c'est ça le système. Le système à gauche, c'est le système de la dérivation ventriculo-péritonéale. C'est ça la valve. On voit un cathéter. Là, c'est le cathéter intraventriculaire. Là, c'est la chambre de la valve. Et on voit un triangle là, c'est qui montre la direction, c'est-à-dire c'est unidirectionnel. On voit la direction du LCR qui se fait de haut vers le bas, unidirection, c'est-à-dire une seule direction du LCR, il n'y a pas de retour. Et là, c'est le cathéter, on met ça en sous-cutané, vers le bout, on va mettre ça en intrapéritonéal. Je répète, le premier traitement chirurgical,
symptomatique de l'hydrocéphalie est la valve ou bien la DVP, la dérivation ventriculo-péritonéale. Donc, on met un shunt, système de shunt, on met un cathéter intraventriculaire, le réservoir ou bien la chambre de la valve, et on va mettre aussi un cathéter en subcutané au niveau thoracique et abdominal vers le péritoine parce que le LCR doit être résorbé au niveau du péritoine, c'est-à-dire l'excès du LCR. C'est le premier ou bien la première modalité thérapeutique, symptomatique, chirurgicale de l'hydrocéphalie. On a commencé par la DVP. Deuxième modalité thérapeutique qui est la DVA. La DVA, c'est-à-dire la dérivation ventriculo-atriale. Le mot atrial, c'est quoi? C'est l'oreillette droite, c'est le cœur. Donc, on fait un drainage du LCR ou bien un shunt. On va shunter, on va drainer le LCR ou bien l'excès du LCR du système ventriculaire, on dit ventriculo, système ventriculaire vers l'oreillette droite. L'indication reste limitée car le risque là, c'est le risque bien sûr infectieux, c'est le risque d'endocardite, c'est pour ça l'indication est très limitée. Donc revenons au troisième type thérapeutique qui est bien sûr thérapeutique chirurgicale de l'hydrocéphalie, qui est donc ce qu'on appelle la VCS. VCS. C'est quoi VCS? C'est la ventriculo-cisternostomie. C'est quoi la ventriculo-cisternostomie? Donc, on va couper ce mot-là. Ventriculo, c'est-à-dire système ventriculaire. On va voir quel est le ventricule donc concerné. On dit stomie là. Stomie, c'est quoi stomie? Stomie, c'est-à-dire faire un trou, une communication. Le mot stomie, c'est-à-dire faire un trou, faire une communication. Cisterno, c'est-à-dire les citernes de la base. Donc, ventriculo, bien VCS, ventriculo, cisternostomie, c'est-à-dire faire une stomie, faire une communication entre le système ventriculaire, qui est le troisième ventricule, et les citernes de la base. C'est ça par voie endoscopique. C'est-à-dire, je répète, parce que la DVA ou la DVP, la dérivation ventriculo-atriale et la dérivation ventriculo-péritonéale, donc consiste à mettre un corps étranger, consiste à mettre un système de drainage. Là, dans la VCS, la ventriculo-cisternostomie, c'est de faire une communication, c'est le traitement de choix, c'est très à la mode, donc c'est de faire une communication entre le troisième ventricule, faire un trou au niveau du plancher du troisième ventricule et les espaces sous-arachnoïdiens de la citerne interpédonculaire. Ces citernes de la base se fait par voie endoscopique, c'est-à-dire on ne doit pas mettre un corps étranger. Là, l'indication bien sûr, indiquée surtout pour le traitement de choix de la sténose de l'aqueduc de Sylvius, c'est-à-dire l'indication, c'est les hydrocéphalies triventriculaires. Je répète, on a vu tout à l'heure, donc tumeur de la fosse cérébrale postérieure avec hydrocéphalie triventriculaire. On a dit, le traitement est particulier. Là, c'est l'indication de la VCS, de la ventriculo-cisternostomie. Donc, je répète, donc le traitement de l'hydrocéphalie, on commence par le traitement étiologique et on a deuxièmement le traitement symptomatique. Concernant le traitement, c'est quoi les citernes? On va voir ça. Donc, le traitement étiologique, c'est quoi le traitement étiologique? C'est surtout le traitement, c'est l'exérèse totale d'une tumeur bénigne, par exemple. Donc, c'est la chirurgie tumorale, là. Donc, on va régler le problème de l'hydrocéphalie. Concernant le traitement symptomatique, donc on commence par le traitement médical, c'est le traitement médical de la HIC, et on a aussi le traitement chirurgical. Donc, on a trois modalités thérapeutiques. Donc, on commence par la dérivation ventriculo-péritonéale. Donc, c'est mettre un système de drainage
entre le système ventriculaire, les ventricules latéraux et le péritoine. Dérivation ventriculo-atriale, c'est de drainer, ou bien un drainage entre le LCR, drainage pardon, du LCR entre les ventricules et l'oreillette droite, donc c'est atrial. Et troisième modalité thérapeutique, c'est la ventriculocysternostomie. Donc la VCS, c'est de faire une communication entre les espaces sous-arachnoïdiens, c'est-à-dire les citernes interpédonculaires, et bien sûr le troisième ventricule par voie endoscopique sans mettre un système de drainage, sans mettre un corps étranger à ce niveau-là. Donc ce traitement ou bien ce type de traitement, cette modalité thérapeutique, la VCS, est indiquée dans les sténoses de l'aqueduc du Sylvius ou bien donc les hydrocéphalies triventriculaires. Donc, c'est quoi la citerne? La citerne, ce sont les espaces sous-arachnoïdiens. Il y a des espaces sous-arachnoïdiens, donc au niveau du cerveau, donc appelés citernes. Là, on fait une communication entre le troisième ventricule et, et le citerne. Spécialement, c'est la citerne interpédonculaire, donc pour faire le traitement ou bien pour faire cette VCS par voie endoscopique, qui est le traitement de choix. C'est quoi l'intoxication à la vitamine A? Très bien. C'est théorique, c'est purement théorique. On n'a pas vu ça. J'ai pas vu ça. J'ai pas vu une hydrocéphalie par intoxication de la vitamine A. Je ne sais pas, est-ce que la vitamine A entre dans la constitution de LCR ou pas? C'est reste théorique. On n'a pas vu ça. Donc, pendant toute ma carrière. On continue. C'est ça le matériel de la dérivation ventriculo-péritonéale. Là, toujours le matériel, le cathéter ventriculaire, c'est la chambre de la valve. Et là, deuxième cathéter, donc c'est le cathéter intrapéritonéal. Voilà. Là, c'est l'état normal, les citernes ventriculaires. À l'état normal, les citernes, je n'ai pas entendu. Donc, on laisse les questions à la fin. On continue d'abord. Là, c'est une IRM avant la chirurgie. Et là, c'est une densitométrie, c'est une TDM cérébrale, donc après la chirurgie. Donc, on va comparer les deux clichés, donc avant et après la chirurgie, préopératoire et post-opératoire. Là, on commence par l'IRM. Là, on voit une dilatation très importante des ventricules latéraux. Là, c'est une dilatation ventriculaire importante. On ne voit pas aussi les sillons. Après la chirurgie, qu'est-ce qu'on voit? On voit une taille normale du système ventriculaire, là, une réduction du volume du système ventriculaire. On voit aussi la réapparition des sillons. Voilà, on voit la réapparition des sillons. Donc, on dit que le cerveau respire. Et le troisième signe, là, c'est le cathéter intraventriculaire. Là, c'est le cathéter intraventriculaire. Je répète, donc les clichés avant la chirurgie et donc préopératoire et post-opératoire. Là, on voit une dilatation très importante du système ventriculaire, c'est avant la chirurgie. Après la chirurgie, système ventriculaire de taille normale, là, la réapparition des sillons et le cathéter ventriculaire, là, est en place. Il est en intraventriculaire. Il y a une grande différence entre avant la chirurgie et après la chirurgie, après la dérivation ventriculo-péritonéale. Donc, je dois répondre à vos questions. Donc, c'est quoi les citernes? Donc, c'est bon, on a vu c'est quoi les citernes. La MAV, on a expliqué la MAV. La MAV, c'est quoi? C'est une malformation. On dit MAV, c'est une abréviation de la malformation artério-veineuse. Cette malformation, en cas de rupture de la malformation, donc c'est pathologique, en cas de rupture de la malformation, donne en général une hémorragie intraventriculaire, une hémorragie, par exemple méningée, une hémorragie intracérébrale, parfois une hémorragie intraventriculaire. Cette hémorragie intraventriculaire donne l'hydrocéphalie.
Par quel mécanisme? Parce que toujours les caillots de sang, ce sont un obstacle à l'écoulement du LCR, donc il s'agit d'une hydrocéphalie obstructive. Aussi, le sang aussi empêche la résorption du LCR aussi. Donc, toujours le sang, que ce soit post-traumatique ou bien après une rupture de MAV, une malformation artério-veineuse, donc peut donner une hydrocéphalie. Là, à l'état normal, ici, correspond au système ventriculaire? Non. Le système ventriculaire, il y a 4 ventricules, il y a les ventricules latéraux, troisième ventricule et le quatrième ventricule. Le système les citernes, donc, ne correspondent pas au système ventriculaire. Docteur, pouvez répéter la résorption transépendymère. D'accord? Là, c'est une partie très importante du cours et un peu difficile. Donc, c'est quoi la résorption transépendymère? Voilà. Là, c'est le scanner, c'est une tomodensitométrie cérébrale qui montre une hydrocéphalie active ou aiguë. Le mot active ou bien aiguë égale urgence, urgence chirurgicale, urgence vitale. Donc, correspond à 3. Y a-t-il donc, il y a 3 signes scanographiques de l'hydrocéphalie active ou bien aiguë. Le premier signe scanographique est la dilatation ventriculaire. On voit la dilatation ventriculaire. Deuxième signe scanographique, c'est l'absence des sillons corticaux. À la fin, on a vu la réapparition des sillons corticaux. Là, c'est le deuxième signe d'une hydrocéphalie aiguë ou bien active. Le troisième signe, c'est la résorption transépendymère. C'est quoi la résorption transépendymère? D'abord, on la voit ici, au niveau des cornes occipitales et même frontales, on voit une hypodensité. Hypodensité, c'est-à-dire noir. On voit une hypodensité au niveau des cornes frontale ou bien occipitale. Ça correspond à quoi, cette résorption transépendymère? C'est le passage, correspond au passage du LCR, du système ventriculaire, vers le parenchyme pour faire diminuer cette HIC. Parce que c'est un mécanisme de compensation, c'est un mécanisme compensateur pour compenser l'HIC. Voilà, ce sont les 3 signes scanographiques de l'hydrocéphalie aiguë ou bien active. Y a-t-il des contre-indications du traitement? Y a-t-il un traitement chirurgical? Bien sûr, en dehors bien sûr de traitement, le malade, est-ce que le malade est sous anticoagulants ou pas? Chaque type ou bien chaque modalité thérapeutique a une indication, bien sûr, et contre-indication. Par exemple, le ventriculo-atréal, ce sont les pathologies, je ne sais pas, le risque, c'est l'endocardite. Patient, par exemple, qui a une endocardie, etc. On ne peut pas faire la DVA. Une personne qui fait une méningite, par exemple, aussi, on ne peut pas placer un corps étranger, que ce soit atrial ou bien péritonéal, etc. Chaque modalité a une indication, bien sûr, et contre-indication. Y a-t-il d'autres questions, s'il vous plaît? Si l'HIC est traitée, elle laisse des séquelles sur le plan psychomoteur. HIC. Bon, l'hydrocéphalie, c'est pas l'HIC. Donc, l'hydrocéphalie, si on traite l'hydrocéphalie, on a dit surtout chez le nourrisson, chez l'adulte, ça ne donne pas en général les macrocranies chez l'adulte, se manifeste par un syndrome d'HIC, c'est-à-dire urgence. Si on traite l'hydrocéphalie, ça se termine là. Chez le nourrisson, parce que dès que la macrocranie est installée, la mise en place d'une valve, d'une dérivation ventriculo-péritonéale, ça ne va pas diminuer, ça ne va pas régresser le PC. Non, mais au moins, c'est-à-dire ça donne... il n'y aura pas une augmentation excessive du périmètre crânien. C'est pour ça qu'on doit traiter à temps les malades, les nourrissons. Il faut traiter à temps. Il ne faut pas laisser le PC, l'augmentation très très importante du périmètre crânien.
comment se fait le drainage à travers la citerne, s'il vous plaît. À travers la citerne, là, c'est par voie, il se fait par voie endoscopique. On fait ça au niveau du service. On fait les 3 modalités. On fait par voie endoscopique, on fait la dérivation ventriculo-péritonéale et même atriale. Bien sûr, l'indication reste limitée. La VCS, c'est toujours par voie endoscopique. Il suffit de faire un trou là au niveau frontal. Donc introduire l'endoscope, passer par le ventricule latéral, on suit le plexus choroïde, à travers après le trou de Monro, hop, on est dans le 3e ventricule, donc on a des repères à suivre. On va faire un trou, c'est-à-dire une communication, un trou à quel niveau? Un trou au niveau du plancher du 3e ventricule. Donc, on voit après le flux du LCR ou bien le passage du LCR entre le 3e ventricule et les citernes de la base. Et c'est la VCS, c'est le traitement de l'hydrocéphalie, surtout triventriculaire. Quand résorption transéppendymaire, mot épendymaire veut dire ménage. Oui, il faut manquer de temps à mettre. Donc, il n'y aura jamais guérison. Eh bien, si il y a des cas de guérison, il faut traiter à temps. On traite à temps les bébés. C'est tout. D'autres questions, s'il vous plaît? L'hydrocéphalie peut récidiver. L'hydrocéphalie peut récidiver. Là, l'hydrocéphalie, récidive de l'hydrocéphalie, là, non. Ce n'est pas la récidive de l'hydrocéphalie. Il y a une hydrocéphalie, on traite par une dérivation ventriculo-péritonéale. Donc, on ne doit pas enlever la valve. Donc, on place la valve, on ne doit pas enlever la valve, sauf il y a des complications, parce qu'il y a toujours une complication de la valve. Il y a une dérivation ventriculo-cystique. C'est rare, c'est très rare. On peut placer dans le cystique, c'est-à-dire au niveau de la vessie, mais c'est rare. On ne fait pas ça à notre service. C'est beaucoup plus c'est théorique. L'hydrocéphalie peut récidiver. C'est tout. Il n'y a pas d'autres questions? Merci à vous. Très bien. Bon, on a terminé le cours d'hydrocéphalie. Après, à 11 h, on va faire le cours d'HIC. Le cours d'HIC est plus simple. Donc, on va faire ensemble le cours d'hypertension intracrânienne à 11 h, Inch'Allah. Merci. Au revoir. À bientôt.